Ce n'étaient pas les coups qui avaient attiré l'attention de l'infirmière de garde cette nuit-là. Les coups sont monnaie courante dans les services hospitaliers. Des patients qui ont besoin d'aide, des visiteurs qui veulent entrer. Non, c'était le verre. Le craquement rythmique et humide des jointures qui frappaient contre la vitre renforcée. Chaque coup était plus fort que le précédent, comme si quelque chose essayait de s'introduire dans une tombe. C'était le bruit du sanctuaire de Lucia qui volait en éclats. Elle n'était qu'une serveuse qui se remettait des coups que son père lui avait infligés. Il était l'homme le plus intouchable du monde souterrain. Un homme qui mettrait le feu à la ville pour une dette impayée. Lorsque son père est revenu pour finir ce qu'il avait commencé, elle n'a pas appelé la sécurité. Elle a appelé le monstre. Et le monstre était déjà en route avant même que nous commencions. Indiquez d'où vous regardez. La morphine avait cessé de faire effet pendant la nuit, laissant Lucia seule avec la douleur. Elle arrivait par vagues. D'abord, une douleur sourde et lancinante dans son bras gauche, là où l'os s'était brisé, puis une douleur plus aiguë irradiant de son crâne, là où son anneau avait fendu la peau au-dessus de son sourcil. Elle gardait les yeux fermés, comptant les bips du moniteur cardiaque à côté de son lit, essayant de se convaincre que ce rythme était synonyme de sécurité. Les hôpitaux étaient censés être des sanctuaires, avec leurs murs blancs, leurs portes verrouillées et leurs gardes de sécurité qui demandaient une pièce d'identité. Elle se déplaça contre l'oreiller fin et le mouvement envoya une décharge électrique dans son bras plâtré. Un gémissement lui échappa avant qu'elle ne puisse le ravaler. Pathétique. Même ici seule, elle avait encore peur de faire du bruit, d'attirer l'attention, d'être entendue. Le silence la frappa. Puis Lucia ouvrit les yeux à la faible lueur de la lampe de chevet, seule source de lumière dans la chambre à part la pâle lueur provenant du parking extérieur. Le service aurait dû être animé. Le crissement des chaussures des infirmières sur le linoléum, le murmure de la télévision tord dans la nuit provenant des chambres voisines, le cliquetis des chariots de médicaments. Au lieu de cela, il n'y avait rien, juste le bip de son moniteur et le léger sifflement de la bouche d'aération au-dessus de sa tête. Elle tourna lentement la tête, en prenant soin de ne pas déclencher une nouvelle vague de douleur. Le poste des infirmières au bout du couloir était vide, l'écran de l'ordinateur projetant une lueur bleue sur les blocs-notes abandonnés et une tasse de café à moitié vide. Où était-il? Il devait être minuit passé. Mais même pendant les gardes de nuit, il y avait toujours quelqu'un qui surveillait. Son souffle embuait la fenêtre avant qu'elle ne le voie. La condensation fleurissait contre la vitre en nuages rythmiques, chacun plus grand que le précédent. Le cœur de Lucia se serra. La chambre au rez-de-chaussée lui avait semblé être une bénédiction lorsqu'il l'avait amenée. Facile d'accès pour les médecins, avec vue sur le petit jardin intérieur plutôt que sur le parking déprimant. Maintenant, en regardant cette brume humide se répandre sur la douleur, elle comprenait ce que signifiait vraiment le rez-de-chaussée. Cela signifiait qu'il pouvait l'atteindre. La silhouette se matérialisa dans l'obscurité trempée par la pluie, comme quelque chose sorti d'un cauchemar. Alejandro Lombardi pressait son visage contre la vitre, ses traits déformés par l'eau et la texture marbrée de la fenêtre renforcée, mais elle le reconnaissait. Elle reconnaîtrait ce visage sous n'importe quelle lumière, dans n'importe quelle condition. Le visage qui lui avait souri lors de sa fête d'anniversaire pour ses 5 ans. Le visage qu'il avait giflé à travers la cuisine 3 nuits auparavant lorsqu'elle lui avait dit non. Elle n'avait plus d'argent de pourboire à lui donner. Sa bouche bougeait, formant des mots qu'elle ne pouvait pas entendre, mais qu'elle pouvait lire dans la forme de ses lèvres. « Ouvre la porte. Laisse-moi entrer, petite ingrate. » La main de Lucia agrippa la couverture, la remontant jusqu'à son menton comme si le coton pouvait la protéger de lui. Son pouce chercha à tâtons le bouton d'appel fixé à la barrière du lit, appuyant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne vint. Le couloir resta sombre et vide. Alejandro frappa 1 fois contre la vitre avec la paume de sa main. Le son était étouffé mais distinct, comme de la viande frappant une planche à découper. Il recula et recommença, plus fort cette fois. La fenêtre trembla dans son cadre. Ses yeux injectés de sang, sauvages, désespérés, se fixèrent sur les siens. Elle vit le mélange familier de rage et de panique qui signifiait qu'il était profondément, plus profondément que d'habitude, dans le pétrin. Le genre de détresse qui pousse les hommes à commettre des actes irréversibles.
Il n'était pas seulement là pour la menacer, il était là pour récupérer quelque chose. Les coups s'intensifièrent, ses 2 poings martelant désormais la vitre renforcée avec la détermination rythmique de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Le moniteur de Lucia se mit à hurler alors que son rythme cardiaque s'accélérait, les bips s'accélérant pour former une seule alarme continue. Pourtant, personne ne vint en courant. Le service restait silencieux comme une tombe. Elle regarda une fine fissure se propager depuis le coin de la fenêtre où sa bague signée, celle que sa grand-mère lui avait offerte, celle qu'il n'avait jamais mise en gage, même dans les moments les plus désespérés, frappait sans cesse au même endroit. Le verre était renforcé, conçu pour résister au choc. Mais Alessandra avait toujours été persévérant. C'était la seule qualité qu'il n'avait jamais perdue, même quand tout le reste avait disparu. Son travail, sa dignité, sa famille s'étaient effondrés. Lucia respirait par petits allaitements saccadés. La douleur dans son bras n'était rien comparée à la glace qui envahissait ses veines. Elle était piégée. Un oiseau dans une cage de verre, regardant le chat se rapprocher. La police n'arriverait pas à temps. Les infirmières étaient parties. La porte de sa chambre donnait sur un couloir vide qui lui semblait soudainement long de plusieurs kilomètres. Sa main droite glissa sous l'oreiller, ses doigts effleurant le bord métallique froid, le téléphone jetable que l'homme discret en costume coûteux avait glissé dans sa paume 2 semaines plus tôt au restaurant, après qu'elle lui eut servi son espresso habituel et lui eut souhaité une bonne soirée, après l'avoir traité comme un être humain. Si jamais vous avez besoin d'une issue, avait-il dit, appelez ce numéro, uniquement ce numéro. Dehors, Alejandro trouva quelque chose de lourd. À travers la vitre striée de pluie, Lucia le vit soulever ce qui ressemblait à une brique de la bordure décorative de la cour. Il la souleva à 2 mains, la bouche déformée en quelque chose qui pouvait être un sourire ou un grognement. Elle sortit le téléphone noir. Son pouce tremblait lorsqu'elle appuya sur le seul numéro enregistré dans sa mémoire. Une sonnerie. La brique s'abattit sur la vitre. La fissure s'élargit, se transformant en une toile d'araignée. 2 sonneries. Alejandro se remit en position, criant quelque chose qu'elle ne pouvait toujours pas entendre. 3 sonneries, puis une voix, douce et sombre comme minuit. « Où es-tu » La vitre explosa vers l'intérieur alors que Lucia murmurait l'adra. La fissure se propagea comme un éclair figé dans le verre, se ramifiant à partir du point d'impact en doigts irréguliers qui s'étendaient vers les bords du cadre de la fenêtre. Lucia ne pouvait plus respirer. Ses côtes semblaient comprimées, comme si l'air lui-même s'était solidifié dans ses poumons. Le moniteur cardiaque hurlait sa panique électronique, mais le son semblait lointain, étouffé, comme si elle se noyait et que la machine l'appelait depuis la surface. Le visage d'Alejandro apparut dans l'ouverture laissée par la brique, des morceaux de verre de sécurité accrochés à ses cheveux comme des diamants mouillés par la pluie. Ses yeux rencontrèrent les siens et elle le vit. Ce qu'elle avait passé 23 ans à prétendre n'existait pas. Il ne la voyait pas comme sa fille. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Elle était une monnaie d'échange, une chose à dépenser. Lucia. Sa voix traversa la fenêtre brisée. « Ouvre. Bébé, ouvre la porte. On peut arranger ça. J'ai juste besoin que tu viennes avec moi pendant quelques heures. C'est tout. Juste quelques heures et tout reviendra à la normale. La normale. » Ce mot avait le goût du sang dans sa bouche. La normale, c'était lui qui rentrait dans la maison en sentant le whisky bon marché et le désespoir encore moins cher. La normalité, c'était vérifier 3 fois les serrures avant de se coucher. La normalité, c'était la version vide d'elle-même. Elle était devenue creuse et fragile, attendant la prochaine fissure. Sa main se referma sur le téléphone jetable sous l'oreiller, et le métal froid contre sa paume était la seule chose réelle qui lui restait au monde. Elle le sortit, son bras plâtré, inutile et lourd sur son ventre. Le téléphone était simple, archaïque selon les normes modernes. Pas d'écran tactile, juste un clavier numérique et un petit écran en niveau de gris. Un seul contact, une seule bouée de sauvetage. Elle avait pensé à le jeter une 12aine de fois. Quel genre de femme garde une ligne directe avec un homme comme Massimo Palmo? Quel genre de désespoir cela signalait-il? Mais elle l'avait gardé, le glissant dans la poche de son tablier pendant ses quarts de travail, le glissant sous son oreiller la nuit. Une partie d'elle savait. Un instinct animal lui disait que les hommes comme son père ne s'arrêtaient pas. Ils allaient toujours plus loin. Alejandro disparut de la fenêtre,
Pendant 3 battements de cœur, il n'y eut que le bruit de la pluie et sa propre respiration saccadée. Puis elle l'entendit, le grattement du métal sur le béton. Il cherchait quelque chose de plus gros. Le pouce de Lucia trouva le bouton d'appel. Le téléphone ne sonna pas au sens traditionnel du terme. Il se connecta simplement, un léger clic suivi d'un silence. Elle le pressa contre son oreille d'une main tremblante. « Où êtes-vous » La voix qui répondit était sombre et veloutée, comme de l'acier. Pas de salutation, pas d'hésitation, juste la question qui importait, posée avec la certitude d'un homme qui attendait cet appel, qui savait peut-être qu'il allait arriver. « À l'hôpital Sainte-Catherine » répondit-elle d'une voix brisée, à peine audible. « Au rez-de-chaussée, Hailey, chambre 104. C'est lui. » La fenêtre explosa. Lucia hurla et roula sur le côté opposé du lit, tandis que des éclats de verre pleuvaient sur les draps où elle était allongée quelques secondes auparavant. Le pied de la perfusion tomba bruyamment sur le sol, la perfusion se détachant de son bras dans une bouffée de douleur vive. Elle heurta violemment le linoléum, son bras plâtré absorbant le choc, et le monde devint blanc pendant un instant. Quand sa vision s'éclaircit, elle vit Alejandro grimper à travers le cadre de la fenêtre brisée, les mains ensanglantées par les éclats de verre qui lui avaient déchiré les paumes. Il ne semblait pas s'en apercevoir. La voix de Massimo était toujours là, toujours calme, toujours maîtrisée. Elle pouvait entendre du bruit de son côté, des portes s'ouvrir, des voix crier en italien rapide. Oui, elle rampait à reculons, se traînant vers la salle de bain avec son bras valide. Le téléphone restait collé à son oreille, luisant de sueur. « S'il te plaît, s'il te plaît. » Ce sont les bottes d'Alejandro qui craquaient sur le verre brisé lorsqu'il entra dans la pièce. Il avait trouvé un pied de biche, noir et lourd, du genre de ceux utilisés pour ouvrir les caisses d'expédition. Il le tenait négligemment dans sa main droite, comme s'il s'agissait d'une simple canne, comme si c'était normal. « Lucia, ma chérie, raccroche le téléphone. » Sa voix était devenue douce, comme quand elle était petite, et qu'il l'abordait le soir avant que le jeu ne devienne un problème, avant que sa mère ne parte, avant que tout ne parte en fumée. Qui que ce soit, cette personne ne peut pas t'aider. Personne ne peut t'aider à part moi. Tu comprends? Je suis ton père, je suis ton sang. Combien de temps? La voix de Massimo transperça sa terreur comme une lame. Elle regarda Alejandro, le pied de biche, la façon dont il s'approchait d'elle avec la lenteur et la patience d'un chasseur qui sait que sa proie est acculée. La salle de bain était trop loin. Le couloir était vide. Elle n'avait nulle part où aller. « Pas longtemps », murmura-t-elle. Alessandro leva le pied de biche. Le métal reflétait la lumière de la lampe, brillant, terne et définitif. Son visage était devenu vide, dépourvu de toute expression sauf celle de la nécessité. C'était le visage d'un homme qui avait déjà fait son choix, qui avait déjà décidé de ce qu'elle valait. « Ne bouge pas », dit Massimo, puis la ligne fut coupée. Alejandro frappa. Le pied de biche siffla dans les airs, et le monde de Lucia se réduisit à cet arc de métal qui descendait vers son crâne. Elle leva son bras valide dans un geste instinctif et inutile, sachant que cela ne suffirait pas, sachant que c'était ainsi que tout se terminerait, sur le sol d'un hôpital, tué par l'homme qui était censé la protéger. Puis la pièce s'illumina. Des phares brillaient à travers la fenêtre brisée avec l'intensité d'un projecteur de scène. Alessandro, figé en plein élan, tituba et leva la main pour se protéger les yeux. Le pied de biche vacilla. Lucia l'entendit alors, le rugissement des moteurs, plusieurs véhicules roulant à toute vitesse sur un terrain qu'ils n'étaient pas censés traverser. Les pneus brassaient l'herbe mouillée et le gravier décoratif. Quelque chose de métallique raclait le béton avec un bruit semblable à celui d'une lame qu'on affûte. Qu'est-ce que... Alejandro se retourna vers la fenêtre et ce qu'il y vit lui fit perdre toute couleur. 3 SUV noirs avaient monté le trottoir et traversé la cour soigneusement entretenue de l'hôpital. Leurs phares formaient un mur de lumière qui transformait la pluie en aiguilles d'argent. Ils n'étaient pas garés. Ils étaient positionnés en angle pour créer un périmètre avec la précision d'une opération militaire. Avant même que les moteurs ne s'arrêtent, les portes s'ouvrirent. Des hommes émergèrent sous la pluie. 6 d'entre eux, peut-être plus. Lucia ne pouvait pas compter, elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait à cause du choc, de la douleur et du soulagement impossible qui envahissaient son corps. Ils se déplaçaient comme de l'eau, avec fluidité et synchronisation,
chacun vêtu de vêtements sombres qui les rendaient presque invisibles à l'extérieur de la lumière des phares. Elle aperçut le reflet noir des armes tenues basses et prêtes à tirer. Alejandro s'éloigna de la fenêtre, la pince à fer tombant à ses côtés. « Non, non, ce n'est pas ça. Je dois juste parler à ma fille. C'est une affaire de famille. Lâchez votre arme. » L'ordre venait de l'extérieur, amplifié et dénué d'émotion, les mains bien en vue. Pendant un instant, Lucia crut qu'il allait se battre. Alissandre serra plus fort le pied de biche. Son corps se tendit avec le même désespoir imprudent qui l'avait poussé à passer par la fenêtre. Puis l'une des silhouettes sombres à l'extérieur bougea et un point laser rouge apparut sur la poitrine d'Alejandro, aussi régulier qu'un battement de cœur. Si vous aimez cette histoire, cliquez sur s'abonner et j'aime. Le pied de biche heurta le sol avec un bruit métallique qui fit sursauter Lucia. « Bon choix, » dit la voix, puis plus doucement, « faites-le sortir d'ici. » Deux des hommes passèrent par la fenêtre avec une efficacité qui suggérait qu'ils avaient déjà fait cela 1000 fois auparavant. Ils attachèrent Alessandro avec des liens en plastique et le traînèrent dehors avant même que Lucia ait pu réaliser qu'elle était en sécurité, que le pied de biche n'était plus une menace, qu'elle pouvait à nouveau respirer. La porte de sa chambre s'ouvrit. Massimo Palmo entra dans le chaos comme s'il pénétrait dans une salle de réunion, et non sur une scène de crime. Il portait un manteau noir qui coûtait probablement plus cher que ce que Lucia gagnait dans 6 mois. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, il n'avait pas une goutte de pluie sur lui. Quelqu'un avait dû tenir un parapluie pendant les 10 mètres qui séparaient le SUV de la porte. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, dévoilant un visage qui semblait tout droit sorti d'un tableau de la Renaissance, avec ses angles marqués et ses traits aristocratiques, et ses yeux étaient de la couleur d'un espresso trop long. Ses yeux la repérèrent immédiatement, enregistrant sa position sur le sol, le sang sur sa blouse d'hôpital à l'endroit où la perfusion s'était détachée, la façon dont elle serrait son bras plâtré contre sa poitrine. Quelque chose passa dans son regard, si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. Il traversa la pièce en 3 enjambées, le verre craquant sous ses chaussures en cuir. De près, elle pouvait voir les détails qu'elle avait toujours essayé de ne pas remarquer lors de ses visites au restaurant. La légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, les boutons de manchette en argent à ses poignets, la façon dont il se déplaçait avec l'assurance absolue d'un homme à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. « Tu peux te lever ?» Sa voix était plus douce qu'au téléphone, presque tendre. Lucia acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Massimo lui tendit la main et, après un moment d'hésitation, elle la prit. Sa paume était chaude et calleuse, ce qui la surprit. Ce n'étaient pas les mains douces de quelqu'un qui se contentait de donner des ordres. Il la releva avec une aisance qui lui donna l'impression d'être légère, la stabilisant lorsqu'elle vacilla. Il ôta son manteau et le drapa autour de ses épaules d'un seul mouvement fluide. La doublure en soie était encore chaude de son corps et sentait l'eau de Cologne coûteuse et l'huile à fusil. Le manteau l'enveloppait, tombant jusqu'au-delà de ses genoux, et Massimo boutonna le haut avec une concentration qui suggérait que c'était la tâche la plus importante qu'il aurait à accomplir de toute la nuit. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-il, et la certitude dans sa voix la convainquit. Une agitation à l'extérieur attira son attention. À travers la fenêtre brisée, Lucia pouvait voir Alejandro être traîné vers l'un des SUV. Son visage était déformé par la terreur tandis qu'il se débattait contre ses ravisseurs. Il criait quelque chose d'une voix aiguë et désespérée, mais ses mots se perdaient dans la pluie. L'expression de Marimo se fit glaciale. Il s'approcha de la fenêtre et regarda Alejandro avec l'intérêt impassible d'un entomologiste examinant un insecte. Lorsqu'il prit la parole, sa voix avait le poids d'un ordre d'exécution. « C'est un homme mort. » L'intérieur du SUV sentait le cuir et quelque chose de plus sombre. De la cordite peut-être, ou simplement les résidus de violence qui imprégnaient tout dans le monde de Massimo. Lucia était assise sur la banquette arrière, noyée dans son manteau, regardant la ville défiler à travers les vitres teintées qui transformaient les lampadaires en taches dorées. L'un des hommes de Massimo lui avait bandé le bras à l'endroit où la perfusion s'était détachée, ses mains étonnamment douces pour quelqu'un qui portait 3 armes visibles. Massimo était assis à côté d'elle, suffisamment près pour que son épaule effleure la sienne à chaque virage du véhicule. Ils n'avaient pas parlé depuis qu'ils avaient quitté l'hôpital, se contentant de passer un bref coup de fil en italien rapide que Lucia ne pouvait pas comprendre. Mais elle sentait son attention sur elle comme une chaleur, vérifiant et revérifiant qu'elle respirait toujours.
qu'elle était toujours intacte. Où allons-nous? Sa voix était plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, dans un endroit où il ne pourra pas t'atteindre. Les yeux de Massimo restèrent fixés sur la fenêtre, observant la ville avec la vigilance d'un homme qui ne faisait confiance à rien, dans un endroit où personne ne pourra t'atteindre. Cet endroit s'avéra être une forteresse déguisée en maison. Le manoir surgit de l'obscurité comme un monument à la paranoïa contrôlée. Des angles et des murs en béton brutaux s'élevaient à plus de 3 mètres de haut, surmontés de fer forgé qui étaient sans doute décoratifs et peut-être électrifiés. Des caméras de sécurité suivaient leur approche sous plusieurs angles. Les portes s'ouvrirent sans que personne n'appuie sur un bouton, une main invisible leur accordant le passage, et se refermèrent derrière eux avec une finalité qui ressemblait au plafond d'une chambre forte de banque. La maison principale était de style moderniste brutaliste, adoucie par du lierre et un éclairage stratégique. Mais Lucia pouvait voir la structure de ce qu'elle était réellement. Un bunker construit par quelqu'un qui comprenait que la richesse faisait de vous une cible. Toutes les fenêtres étaient étroites et placées en hauteur. Chaque approche était couverte par des lignes de vue qui donnaient l'avantage aux défenseurs. C'était beau comme une installation militaire peut être belle, fonctionnelle, imposante, absolument sécurisée. À l'intérieur, le contraste était immédiat et désorientant. Les sols en marbre reflétaient la lumière des lustres qui coûtaient probablement plus cher que tout son immeuble. Des œuvres d'art originales, qu'elle reconnaissait grâce à ses cours d'histoire de l'art à l'université, étaient accrochées aux murs couleur argent anciens. Un grand escalier s'élevait vers un deuxième étage qui semblait s'étendre à l'infini. Lucia avait grandi dans un appartement de 2 chambres où le chauffage ne fonctionnait que la moitié de l'hiver. Elle avait mangé des dîners préparés à partir de ce qui était en promotion et avait appris à faire durer $1 jusqu'à ce qu'il crie. Ce n'était pas seulement de la richesse. C'était une richesse générationnelle, dynastique, le genre d'argent qui pliait la réalité à sa volonté. Une femme vêtue d'une blouse blanche impeccable attendait dans ce que Massimo appelait le salon Est, bien qu'il fût plus grand que tout l'appartement de Lucia. Le docteur Rossi, se présenta-t-elle, avait des yeux bienveillants derrière ses lunettes à monture métallique et des mains qui bougeaient avec une efficacité acquise par l'expérience tandis qu'elle examinait les blessures de Lucia sous la lumière chaude d'une lampe Tiffany. « Le plâtre tient bien, dit le docteur Rossi en sondant doucement les bords. La chute n'a causé aucun dommage supplémentaire. Vous avez eu de la chance. » Elle nettoya et refit le pansement du site de la perfusion, puis se concentra sur la blessure à la tête. « Il va falloir refaire des pointes de suture. Ceux de l'hôpital se sont défaits. Ça va faire mal. Ça fait déjà mal, dit Lucia, et le docteur Rossi sourit. Alors ne rendons pas les choses plus douloureuses que nécessaire. Pendant toute la durée de l'examen, Massimo se tenait près de la fenêtre, dos à eux, mais sa posture trahissait son attention. Il écoutait chaque mot, suivait chaque inspiration et chaque expiration brusque. Lorsque le docteur Rossi administra un anesthésique local et commença à recoudre la plaie, ses épaules se raidirent, comme s'il pouvait sentir chaque coup d'aiguille dans la peau de Lucia. « Elle a besoin de repos, dit le docteur Rossi après avoir retiré ses gants. Un vrai repos, pas un repos à l'hôpital. Je lui ai laissé des médicaments contre la douleur, mais elle ne devrait pas avoir besoin d'opioïdes plus puissants si elle reste immobile pendant les prochains jours. La commotion cérébrale était légère, mais je veux surveiller tout changement. Je reviendrai demain matin. » Massimo acquiesça et se détourna enfin de la fenêtre. « Merci, Maria. » Le fait que le médecin utilise son prénom, la familiarité entre eux, indiquait à Lucia que ce n'était pas la première fois que le docteur Rossi était appelé dans cette maison pour soigner des blessures qui ne pouvaient pas être traitées à l'hôpital. Elle rassembla son sac et partit avec une efficacité discrète qui suggérait qu'elle connaissait le chemin. Une femme que Lucia supposa être une employée, bien qu'elle se déplaçait avec la même conscience contrôlée que les hommes de Massimo, la conduisit à l'étage dans une chambre qui lui donna envie de rire de l'absurdité de la situation. Le lit était un monstre à baldaquin, avec des draps dont le nombre de fils était probablement supérieur à son score de crédit. Des porte-fenêtres s'ouvraient sur un balcon donnant sur des jardins qu'elle ne pouvait pas vraiment voir dans l'obscurité. La salle de bain attenante était équipée d'un sol en marbre chauffé et d'une douche pouvant accueillir 6 personnes. Lucia se tenait au milieu de tout ce luxe, vêtue d'une blouse d'hôpital et d'un manteau emprunté, se sentant comme un chat errant que quelqu'un avait recueilli sous la pluie.
Le personnel vous a préparé des vêtements. La voix de Massimo venait de l'embrasure de la porte. Il l'avait suivi, mais n'était pas entré, gardant une distance prudente. Il devrait vous aller. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Elle acquiesça, trop bouleversée pour parler. Il aurait dû partir à ce moment-là, retourner à la construction d'empire ou à la planification de guerre que les hommes comme lui faisaient à cette heure-là. Au lieu de cela, Marimo entra dans la chambre et s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, comme il s'était assis dans d'innombrables cabines au restaurant, la regardant passer d'une table à l'autre. « Dors, dit-il doucement. Je serai là. Tu n'es pas obligé, je sais. » Ses yeux rencontrèrent les siens dans la pénombre, et elle y vit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose qui avait été là tous les mardis et vendredis pendant 6 mois, lorsqu'il commandait son espresso et laissait des pourboires plus importants que son loyer. Dors, Lucia. C'est ce qu'elle fit, se glissant dans des draps qui ressemblaient à des nuages, sachant que l'homme le plus dangereux de la ville montait la garde. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, elle se sentait en sécurité. Lucy se réveilla au son de voix filtrant à travers le sol. Des voix masculines, plusieurs, parlant avec le ton sec des hommes qui annoncent de mauvaises nouvelles. Elle cligna des yeux en regardant le plafond, désorientée par la moulure inconnue et la qualité de la lumière qui traversait des rideaux qu'elle ne reconnaissait pas. Puis la nuit précédente lui revint en mémoire. L'hôpital, la fenêtre, le visage d'Alessandro déformé par le désespoir, le manteau de Massimo autour de ses épaules. Elle s'assit prudemment, testant les limites de son corps. La douleur s'était atténuée pour devenir une douleur supportable, probablement grâce à ce que le Dr. Rossi lui avait laissé. Quelqu'un avait placé de l'eau et des pilules sur la table de chevet pendant qu'elle dormait, ainsi qu'une note écrite d'une écriture élégante. « Prenez ça. » Les vêtements posés sur la chaise étaient simples mais coûteux. Un pantalon en coton doux et un pull en cachemire gris foncé. Il lui allait parfaitement, ce qui aurait dû la réconforter, mais lui donna plutôt un petit frisson dans le dos. Que savait Massimo à son sujet? Depuis combien de temps la surveillait-il? Les voix devinrent plus claires à mesure qu'elle s'approchait de la porte. Ce n'étaient pas des cris, mais elles étaient intenses, le genre de conversation où les hommes choisissaient leurs mots avec soin parce que des vies étaient en jeu. Elle ne devait pas descendre. Ce qui se discutait dans les profondeurs de cette forteresse n'était pas destiné à ses oreilles. Elle y alla quand même. Le couloir menait à une galerie donnant sur ce qui devait être un bureau ou une bibliothèque. Lucia resta dans l'ombre en haut des escaliers, cachée derrière une colonne ornementale, et regarda le rassemblement en contrebas. 5 hommes étaient assis autour d'une table qui semblait avoir été sculptée dans un seul morceau de noyer noir. Massimo occupait la place d'honneur, la posture détendue, mais le regard perçant. Les autres étaient des hommes plus âgés, plus durs, vêtus de costumes coûteux qui cachaient des corps marqués par la violence. Des capots, comprit-elle, les officiers de son organisation. Répétez. La voix de Massimo était douce, mais elle transperçait la pièce comme une lame. Lentement, l'homme à sa droite, aux cheveux argentés, avec une cicatrice qui allait de la tempe à la mâchoire, s'éclaircit la gorge. Alessandro Lombardi doit 97 000 $ au Scarpetta. Des dettes de jeu accumulées en 8 mois. Ils ont été patients, mais Dominic Scarpetta a réclamé le paiement il y a 2 semaines. Et comme Lombardi ne pouvait pas payer, il a proposé une compensation alternative. L'homme balafré fit glisser un morceau de papier sur la table. Même de là où elle se trouvait, Lucia pouvait voir qu'il s'agissait d'une photo d'elle prise au restaurant, souriant à un client hors champ, son tablier légèrement de travers. Sa fille, leur dit-il, était docile et disposée à rembourser sa dette en travaillant comme hôtesse dans leur club. La température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés. Une hôtesse? Massimo prononça ce mot comme s'il avait un goût de poison. Tout le monde à table savait ce que signifiait hôtesse dans les établissements des Scarpettas. Les clubs où les femmes disparaissaient dans des arrière-salles et en ressortaient les yeux creux, si tant est qu'elles en ressortaient. Il leur promit qu'elle était propre, jeune et suffisamment désespérée pour ne pas s'enfuir. La voix de l'homme balafré trahissait son dégoût. Ils acceptèrent. Le contrat avait été signé 3 jours auparavant. Ils étaient censés la récupérer hier, mais elle s'était retrouvée à l'hôpital et Lombardi avait paniqué. Il pensait que s'il pouvait la livrer lui-même, il lui pardonnerait peut-être les intérêts.
Lucia porta la main à sa bouche pour étouffer le cri qui voulait s'échapper. Son père n'avait pas seulement essayé de lui faire du mal. Il l'avait vendue, avait troqué son corps pour rembourser ses dettes comme si elle était une voiture d'occasion dont il n'avait plus besoin. Un autre homme prit la parole, plus jeune, avec la silhouette élancée de quelqu'un qui faisait son propre sale boulot. Les Scarpetta savent qu'elle est ici, patronne. Ils ont des yeux à l'hôpital. Les caméras de sécurité ont filmé notre extraction. Ils parlent de vol de propriété. De propriété? Massimo tapota une fois du doigt sur la table. Atel Lucia savait que cela signifiait qu'il était à 3 secondes de perdre son sang-froid. Lucia Lombardi n'est pas une propriété. Elle n'est pas une garantie. Elle n'est pas une transaction. Il se leva et tous les hommes autour de la table se redressèrent instinctivement. Elle est sous ma protection. Expliquez-moi, comment Dominic Scarpetta peut-il prétendre revendiquer la propriété de ce qui m'appartient? Le silence qui suivit fut absolu. L'homme balafré s'aventura prudemment. Patron, les Scarpetta considéreront cela comme un acte de guerre. Ils ont le contrat. Légalement parlant. Légalement parlant, interrompit Massimo, sa voix descendant à un registre qui fit se hérisser les poils des bras de Lucia. Je ne reconnais pas les contrats écrits avec le sang d'une femme par son propre père. Marco, quelle est notre relation actuelle avec la famille Scarpetta? Neutre. Nous avons des accords territoriaux en place. Un partage des revenus sur les opérations portuaires. Tout est calme depuis 3 ans. Et si je devais résilier ces accords, Marco choisit ses mots avec soin. Cela leur ferait plus de mal qu'à nous. Ils ont besoin de nos voies maritimes, mais cela coûterait cher à toutes les parties concernées. Massimo se dirigea vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Dans la lumière du matin, il ressemblait à un général surveillant un champ de bataille que lui seul pouvait voir. Déclenchez l'alerte rouge. Je veux que toutes nos ressources se concentrent sur la protection de Lucia. Tripler la sécurité du périmètre. Personne n'entre dans cette propriété sans mon autorisation personnelle. Vérifiez à nouveau les antécédents de chaque membre du personnel. Et je veux que toutes les opérations des Scarpetta dans la ville soient surveillées. Patron, commença Marco, je n'ai pas fini. Massimo se retourna, le visage figé dans une expression glaciale. Prévenez Dominic. Dites-lui que son contrat avec Alejandro Lombardi est annulé. Dites-lui que si lui ou l'un de ses hommes s'approche à moins d'un pâté de maison de Lucia, je réduirai son empire en cendres et je salerai la terre sur laquelle il se trouvait. Dites-lui que je suis prêt à entrer en guerre pour cela. Tu es prêt à tout risquer, dit calmement l'homme balafré, pour une serveuse. Le sourire de Massimo était terrifiant. Je suis prêt à tout risquer pour ce qui m'appartient. Passe les coups de fil. Les hommes sortirent, laissant Massimo seul dans le bureau. Lucia le regarda se servir un verre dans une carafe en cristal, le regarda fixer le liquide ambré comme s'il contenait les réponses à des questions qu'il n'avait pas encore posées. Elle devrait battre en retraite. Elle devrait retourner dans la chambre et faire comme si elle n'avait pas entendu sa vie réduite à une marchandise, sa valeur mesurée en remboursement de dettes. Au lieu de cela, elle descendit les escaliers. La main de Massimo se figea à mi-chemin de ses lèvres, le verre de whisky captant la lumière. Il ne se retourna pas, mais sa colonne vertébrale se redressa d'une manière qui indiqua à Lucia qu'il savait qu'elle était là. Il l'avait probablement su dès qu'elle avait commencé à descendre les escaliers. « Tu devrais te reposer. » Sa voix ne contenait aucune accusation, juste une constatation. « J'ai tout entendu. » Lucia descendit les dernières marches, ses pieds nus silencieux sur le marbre froid. Le pull en cachemire était doux contre sa peau, un luxe qu'elle n'arrivait toujours pas à concilier avec la blouse d'hôpital qu'elle portait quelques heures plus tôt. « Mon père m'a vendu comme du bétail. Ton père, dit Massimo en se tournant enfin vers elle, n'est plus un souci dont tu dois te préoccuper. » Le passé utilisé dans cette phrase s'installa entre eux comme une troisième présence dans la pièce. Lucia aurait dû ressentir quelque chose. Du chagrin, de l'horreur, du soulagement. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un vide là où 23 ans d'obligation filiale avaient pris place. Elle s'avança dans le bureau, observant les détails qu'elle avait manqués depuis sa cachette. Des étagères couvraient 2 murs, remplis de volumes reliés en cuir qui semblaient rouges plutôt que décoratifs. Un jeu d'échecs était posé, immobile, sur une table d'appoint. Le bureau était propre, à l'exception d'une seule photographie dans un cadre argenté. Une jeune femme aux cheveux foncés et aux yeux de Massimo souriait à l'appareil photo avec la joie spontanée de quelqu'un qui ne savait pas ce qui allait arriver. « Ta sœur,
demanda Lucia en désignant la photo d'un signe de tête. Ce simple mot avait le poids d'un éloge funèbre il y a 15 ans. Lucia comprenait la perte. Elle comprenait la façon dont elle vous creusait l'intérieur et réorganisait votre architecture jusqu'à ce que vous deveniez quelque chose de nouveau et de plus dur. Elle n'offrit pas de condoléances vides de sens. Au lieu de cela, elle posa la question qui la brûlait depuis l'hôpital. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Massimo posa son verre intact. Il la regarda de ses yeux sombres, qui ne manquaient rien, et pendant un long moment, elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il se dirigea vers la fenêtre, créant une distance, et s'adressa à son propre reflet dans la vitre. « Il y a 6 mois, je suis entré dans ce restaurant après une très mauvaise journée. Le genre de jour où l'on se rappelle pourquoi les gens nous craignent et où l'on ne sait pas si l'on doit en être fier ou honteux. » Sa voix était calme, presque conversationnelle. Toutes les personnes présentes dans ce restaurant savaient qui j'étais. Le propriétaire a failli laisser tomber son plateau. L'autre serveuse a refusé de me servir. Il me regardait comme si j'étais une arme chargée posée sur le comptoir. Lucia se souvenait de ce jour-là. Elle avait enchaîné 2 services. Elle était épuisée et n'avait dormi que 3 heures. Elle avait vu comment l'atmosphère avait changé lorsque Massimo était entré. Le silence soudain, les regards prudents qui étaient plus évidents que les regards fixes. « Tu m'as apporté un espresso », a poursuivi Massimo, « et tu m'as demandé si je voulais autre chose. Non pas parce que tu étais trop naïve pour savoir qui j'étais, mais parce que tu avais décidé que cela n'avait pas d'importance. Tu as souri, tu as vraiment souri, et tu m'as dit que tu espérais que je passerais une bonne soirée comme si j'étais un client comme les autres. Juste un homme qui avait besoin de café. »« Tu n'es qu'un homme, » dit Luthier. Il se retourna alors et son regard était brut et sans défense. Personne ne m'a traité comme ça depuis 15 ans. Pas depuis qu'il a fait un geste vers la photo. Tout le monde veut quelque chose, le pouvoir, la protection, l'argent, ou bien ils ont peur et font semblant de ne pas l'être. Mais vous m'avez simplement apporté un café et vous étiez sincère quand vous m'avez dit « passez une bonne soirée ». Lucia s'est approchée, comblant la distance qu'il avait créée. « Donc, vous m'avez observé pendant 6 mois parce que j'ai été gentil avec vous. »« Je vous ai observé, » a dit Massimo, sa voix baissant jusqu'à devenir presque une confession. « Parce que dans un monde où tout le monde voit un monstre, vous avez vu un homme qui avait l'air fatigué. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander quel genre de personne pouvait encore avoir autant de gentillesse après tout ce qui avait assombri votre regard. L'atmosphère entre eux était tendue, lourde de choses qu'aucun d'eux ne savait comment exprimer. Lucia ouvrit la bouche pour répondre, pour lui dire qu'elle n'était pas gentille. Elle était simplement trop épuisée pour avoir encore peur lorsque le monde explosa en un vacarme assourdissant. Les alarmes retentirent dans le manoir avec une intensité telle qu'elle se couvrit les oreilles de ses mains. Des lumières rouges d'urgence clignotaient dans le couloir au-delà du bureau. Quelque part au fond de la maison, elle entendit des cris, courts et contrôlés, qui ressemblaient à des ordres de combat. L'attitude de Massimo changea en un clin d'œil. L'homme vulnérable disparut, remplacé par le général qu'elle avait vu plus tôt. Il traversa la pièce en 3 enjambées, ouvrit un tiroir qui révéla plusieurs pistolets montés dans de la mousse. Il en choisit un, vérifia le chargeur avec une efficacité acquise par la pratique, puis attrapa son téléphone. « Parlez-moi, » dit-il d'une voix glaciale. Lucia n'entendit pas la réponse, mais elle vit la mâchoire de Massimo se crisper. Son regard croisa le sien à travers le bureau, et elle y lut le calcul, la fureur et quelque chose qui pouvait être de la peur. Combien? Une pause. Où est la brèche? Une autre pause. Plus longue cette fois. Verrouillez tout. Emmenez-la dans la salle de sécurité immédiatement. Il mit fin à l'appel et s'approcha de Lucia. Elle recula instinctivement, heurtant la bibliothèque. Que se passe-t-il? Les Scarpetta n'ont pas attendu mon message. La main de Massimo se referma sur son poignet, doucement mais fermement. Ils ont amené une armée. Et ton père est avec eux. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Marco apparut, arme au poing. 2 autres hommes armés l'encadraient. Patron, le périmètre était compromis. Ils sont entrés par la porte de service avec un camion piégé. Nous avons peut-être 3 minutes avant qu'ils n'atteignent la maison principale. Marimo tira Lucia vers la porte, mais elle résista, l'esprit en ébullition. Vous avez dit que cet endroit était une forteresse. Ça l'est. Ses yeux rencontrèrent les siens, sombres et déterminés, ce qui signifie que lorsqu'ils entreront,
cet endroit deviendra un tombeau. Allez, dépêchez-vous. Le manoir qui semblait être un sanctuaire il y a 1 heure s'est transformé en un labyrinthe de panique et de précision. Des membres du personnel dont elle ignorait l'existence sont apparus dans les embrasures de portes, certains armés, d'autres guidant leurs collègues vers ce qui devait être des pièces renforcées. Les magnifiques œuvres d'art, les meubles coûteux, tout cela est devenu des obstacles à franchir, tandis que Massimo la traînait à travers des couloirs qu'elle ne reconnaissait pas. Une explosion secoua les fondations si près qu'une pluie de poussière tomba du plafond. Lucia trébucha et Massimo la rattrapa, son bras et son bracelet de fer autour de sa taille. « Ils sont à l'intérieur », cria Marco derrière eux. Et au loin, à peine audible au milieu des alarmes et du chaos. Lucia l'entendit, la voix de son père, criant son nom comme une malédiction. Des coups de feu déchirèrent la nuit comme du verre brisé. Des craquements aigus qui résonnèrent dans les couloirs en pierre du manoir. Massimo traîna Lucia à travers un passage réservé aux domestiques dont elle ignorait l'existence. Marco et ses hommes formaient un mur protecteur derrière eux. La magnifique forteresse s'était transformée en zone de guerre en l'espace de quelques secondes, et l'esprit de Lucia avait du mal à assimiler la vitesse impossible de la violence. « Combien ?» cria Massimo par-dessus son épaule, sans relâcher son emprise sur son poignet. « Au moins 20 du côté, répondit Marco, son arme levée alors qu'il tournait au coin. Peut-être d'autres qui arrivent par les jardins. Ils sont organisés, patronne. Ce ne sont pas des voyous de rue. Ce sont des professionnels. Les Scarpetta avaient fait venir des mercenaires. » Cette prise de conscience se posa comme de la glace dans l'estomac de Lucia. Ce n'était pas un message ou une démonstration de force. C'était une mission d'extraction. Ils étaient venus prendre ce qu'ils pensaient avoir acheté. Une autre explosion, plus proche cette fois, fit trembler le sol. Quelque part au-dessus d'eux, elle entendit le bruit distinct de verre brisé. Puis d'autres coupes de feu. Les hommes de Massimo engagèrent le combat à plusieurs étages, transformant le manoir en champ de bataille. Ils descendirent un escalier étroit qui s'enfonçait en spirale dans ce qui devait être la partie la plus ancienne du manoir. L'air se rafraîchit et les murs, autrefois recouverts de plâtre, laissèrent apparaître la pierre nue. Massimo lâcha enfin son poignet pour taper un code sur un clavier caché derrière une brique mal fixée. Une partie du mur s'ouvrit dans un murmure hydraulique, révélant une pièce qui semblait tout droit sortie d'un bunker militaire. La pièce sécurisée mesurait 3,6 mètres carrés et était équipée de moniteurs qui diffusaient en haute définition et en noir et blanc des images de tous les angles de la propriété. Lucia pouvait voir le chaos se dérouler en temps réel. Des hommes armés en tenue tactique se déplaçaient dans l'ancien quartier de son père avec l'efficacité d'une équipe du SWAT. Les gardes de Massimo ripostaient depuis des positions fortifiées. Et là, près de la porte étant en ruine, Alessandro se cachait derrière un véhicule, tandis que des hommes mieux armés se battaient. À l'intérieur, la voix de Massimo était celle du commandant Flatt, dépourvu de la vulnérabilité qu'il avait montrée dans le bureau. Il y a de l'eau, des fournitures médicales, du matériel de communication. Les murs sont en béton armé de 45 cm d'épaisseur. Rien ne peut les traverser. Lucia regarda la pièce, puis le regarda l'arme dans sa main et ses épaules qui indiquaient qu'il allait retourner dans cette tempête de balles et de feu. Quelque chose de tranchant et de certain se cristallisa dans sa poitrine. Non. Massimo tourna brusquement la tête vers elle, la surprise se lisant sur son visage. Lucia, je ne vais pas me cacher dans une boîte pendant que tu meurs pour moi. Elle s'éloigna de l'entrée de la pièce sécurisée, son bras plâtré serré contre sa poitrine, mais le dos droit. Ils sont venus ici à cause de moi. Parce que mon père m'a vendu comme si j'étais sa propriété à liquider. Je ne te laisserai pas faire. Ce n'est pas une négociation. Massimo s'approcha d'elle et elle recula d'un pas. Tu crois que je t'ai sorti de cet hôpital pour te voir te faire capturer par les Scapetas? Tu crois que j'ai déclenché une guerre juste pour te perdre? Alors ne perds pas. Les mots sortirent plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu, portés par une fureur qu'elle ne se savait pas posséder. Mais ne m'enferme pas comme si j'étais quelque chose de fragile qui doit être conservé dans un coffre-fort. Je ne fuirai plus, Massimo. Ni mon père, ni eux, ni cela. Pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à de la fierté brilla dans ses yeux. Puis cet instant s'évanouit lorsque la voix de Marco grésilla dans la radio accrochée à la ceinture de Massimo. « Patron, ils ont franchi l'entrée principale. Nous nous replions vers la deuxième ligne de défense.
Mais ils ont des armes lourdes. Nous ne pouvons pas. La transmission se dissipe pas dans des parasites et le bruit des tirs d'armes automatiques. L'attention de Massimo se partageait entre la radio et Lucia, le calcul se mêlant à quelque chose de plus sombre dans son expression. Puis il fit son choix. Il lui saisit la main et la tira vers les escaliers, loin de la pièce sécurisée. « Reste derrière moi. Fais exactement ce que je te dis quand je te le dis. Si je te dis de courir, tu cours. » Compris? Elle acquiesça, le cœur battant à tout rompre. Ils émergèrent dans le chaos. Le rez-de-chaussée du manoir s'était transformé en champ de bataille. Les meubles avaient été renversés pour servir de couverture. Des œuvres d'art inestimables étaient criblées d'impacts de balles. Deux des hommes de Massimo étaient accroupis derrière une table en marbre renversé, ripostant en direction de l'entrée principale, où des ombres se déplaçaient avec une précision tactique. L'odeur de la cordite et de quelque chose qui brûlait emplissait l'air. Massimo la tira vers l'aile ouest en restant baissé, son corps constamment positionné entre elle et les combats. Ils avaient presque atteint le couloir lorsqu'un des mercenaires apparut d'une pièce adjacente, son arme déjà pointée vers eux. Massimo tira 2 fois, l'homme tomba, mais le bruit avait attiré l'attention. D'autres ombres se détachèrent de l'assaut principal, convergeant vers leur position avec la coordination d'une meute de chasseurs. Massimo poussa Lucia vers Marco, qui était apparu de nulle part, le sang sur la manche et le regard meurtrier. « Emmène-la au garage », ordonna Massimo, qui s'était déjà mis en mouvement pour intercepter les menaces qui approchaient. « Prends la berline blindée, va à la planque dans le mur ouest qui a explosé vers l'intérieur. » L'onde de choc frappa comme un objet physique, soulevant Lucia et la projetant en arrière. Ses oreilles bourdonnaient d'un sifflement aigu qui couvrait tous les autres sons. Elle heurta violemment le sol, son bras plâtré absorbant le choc, et le monde devint blanc de douleur. Lorsque sa vision s'éclaircit, elle se trouvait de l'autre côté d'un incendie qui prenait de l'ampleur, séparée de Massimo par les flammes et les débris qui tombaient. Elle le vit à travers la fumée, le vit se tourner vers l'endroit où elle se tenait, vit le moment précis où il réalisa qu'ils avaient été séparés. Lucia, sa voix était à peine audible malgré le bourdonnement dans ses oreilles. Elle essaya de répondre, mais la fumée lui remplissait les poumons. Des hommes en tenue tactique se déversaient à travers la brèche dans le mur. Ils étaient trop nombreux et se déplaçaient trop vite. Marco était à terre, immobile. Les hommes restants de Massimo se regroupèrent autour de leur chef, mais ils étaient 3 fois moins nombreux que leurs adversaires. Puis des mains la saisirent par derrière, avec brutalité et efficacité. Elle essaya de se débattre, mais son corps refusait de coopérer. Elle était encore sous le choc de l'explosion. Elle fut soulevée, emportée vers la brèche, et à travers la fumée et les flammes, elle vit Massimo se battre comme un possédé, essayant de l'atteindre. Mais la distance entre eux augmentait à chaque seconde, remplie de feu, d'ennemis et de l'inévitabilité d'une situation désespérée. La dernière chose qu'elle vit avant qu'il ne la traîne à travers le mur brisé fut le visage de Massimo, déformé par la rage et quelque chose qui ressemblait à du désespoir, alors qu'il criait son nom dans la nuit enflammée. Les mercenaires traînèrent Lucia à travers la fumée et les décombres, leur prise professionnelle et impersonnelle. Elle donnait des coups de pied et se tordait, mais son corps était encore engourdi par l'explosion. Ses mouvements étaient désordonnés. Ils la traînèrent à travers ce qui avait été un jardin et qui n'était plus qu'un cratère, passant devant les restes tordus de la porte-haie vers des véhicules qui tournaient au ralenti dans la rue au-delà. Puis l'un d'eux grogna et s'effondra, un trou apparaissant dans son gilet tactique qui s'épanouit en rouge. Le deuxième homme la lâcha pour riposter, et Lucia n'attendit pas. Elle ne courut pas vers les véhicules ou la rue, mais vers le manoir en feu, vers le chaos où Massimo se battait toujours. Ses poumons brûlaient, ses bras protestaient, mais elle traversa la fumée et se retrouva à trébucher dans une entrée latérale qu'elle ne reconnaissait pas, dans ce qui devait être les pièces de service de la maison, la cuisine. Elle avait réussi à trouver la cuisine avec ses plans de travail en acier inoxydable et en marbre de qualité professionnelle, désormais envahi par la fumée qui s'échappait de la maison principale. L'éclairage de secours baignait tout dans une lumière rouge, transformant l'espace en un décor de cauchemar. Lucia se pressa contre le comptoir le plus éloigné, haletant pour reprendre son souffle, essayant de s'orienter. Il devait y avoir une autre sortie, un autre moyen de retourner à... Te voilà. La voix venait de l'entrée, rauque et étrange.
Alejandro émergea de la fumée comme un fantôme, ses vêtements déchirés et sales. Son visage était strié de suie et de quelque chose qui pouvait être des larmes ou de la sueur. Il avait perdu l'âme qu'on lui avait donnée, s'il en avait jamais eu une, et ses mains tremblaient lorsqu'il tendit la main vers elle. « Chérie, nous devons partir immédiatement. Ils sont en train de perdre. Les Scapetas sont en train de perdre. Et si nous ne te livrons pas à eux, ils me tueront. Tu comprends? Ils me tueront, et ce sera ta faute. » Le dos de Lucia heurta le comptoir derrière elle. Les lumières rouges d'urgence peignaient le visage de son père dans des tons infernaux, tout en ombre et en angle désespéré. Il semblait plus petit que dans ses souvenirs, diminué par la peur, devenu à la fois pathétique et dangereux. « Tu m'as vendu. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Tu as essayé de m'échanger comme si j'étais une voiture dont tu n'avais plus besoin. Je n'avais pas le choix. » La voix d'Alessandro se brisa, montant vers l'hystérie. « Tu ne sais pas ce qu'ils font aux gens qui ne peinent pas. Tu ne sais pas ce dont ils m'ont menacé. Je suis ton père, Lucia. Je t'ai élevé. Tu me dois bien ça. » Il se jeta sur elle, non pas avec violence, mais avec le désespoir d'un homme qui se noie. Ses mains attrapèrent son bras valide, ses doigts s'enfonçant si fort qu'ils lui laissèrent des bleus, et il essaya de la tirer vers la porte, vers les Scapetas, vers une vie qui se terminerait avec elle, les yeux creux et épuisés dans une arrière-salle. Quelque chose se brisa en Lucia. 23 ans à se recroqueviller, à se faire petite, à absorber sa rage, sa dépendance et son besoin égoïste sans fin. Tout cela se cristallisa en un seul point lumineux de fureur. Sa main libre se tendit, trouva le bloc à couteau sur le comptoir derrière elle et se referma sur un manche. Elle ne réfléchit pas, elle agit simplement. La lame décrivit un arc instinctif et désespéré, atteignant Alejandro à l'avant-bras. Il hurla et la lâcha, trébuchant en arrière, fixant le sang qui coulait de sa manche déchirée avec le choc et l'incompréhension de quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que sa victime riposte. « Tu m'as poignardé. » Sa voix était faible, enfantine. « Ton propre père. Tu m'as poignardé. » Lucia tenait le couteau entre eux, sa main ferme malgré l'adrénaline qui faisait battre son cœur à tout rompre. Le couteau de cuisine était un couteau en acier au carbone de 20 cm conçu pour découper la viande, et son poids dans sa paume lui donnait un sentiment de justice. « Je ne vais pas avec toi. » Chaque mot était clair et définitif. « Je ne suis pas ta propriété. Je ne suis pas ta solution. Je ne t'appartiens pas. » Le visage d'Alessandro se déforma, le choc se transformant en une rage qu'elle connaissait si bien. Il n'avait jamais pu tolérer la défiance, n'avait jamais pu accepter qu'elle puisse avoir une volonté indépendante de ses besoins. Il aperçut un couteau plus grand sur le comptoir à côté de lui, un couperet lourd et brutal, et sa main ensanglantée s'en saisit. « Alors tu ne m'es d'aucune utilité. » Il s'avança vers elle, le couperet levé, et Lucia sut avec une certitude absolue qu'il avait l'intention de la tuer, que quelque part dans son esprit brisé et corrompu par la dépendance, il avait décidé qu'une fille morte valait mieux qu'une fille qui refusait de le sauver. Elle leva son couteau, sachant que cela ne suffirait pas, sachant qu'elle ne gagnait que quelques secondes tout au plus. La porte de la cuisine explosa vers l'intérieur. Marimo entra comme un ange vengeur, couvert d'un sang qui n'était pas le sien, son arme levée, mais il ne tira pas. Au lieu de cela, il franchit la distance qui les séparait en deux enjambées. Il attrapa le poignet d'Alessandro en plein élan d'une main et le tordit. Le bruit de l'os qui se brisait était distinct et définitif. Le cri d'Alejandro se transforma en sanglots lorsque le couperet tomba bruyamment sur le sol. Massimo lui tordit le bras derrière le dos avec une efficacité qui témoignait d'un millier de mouvements similaires, le forçant à s'agenouiller sur le carrelage taché de fumée. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de l'œil de Massimo, et son costume coûteux était déchiré et brûlé, mais ses mains étaient fermes tandis qu'il maintenait Alessandro immobilisé. Lucia. Sa voix était rauque, abîmée par la fumée, mais ses yeux étaient clairs et entièrement concentrés sur elle. « Es-tu blessée? » Elle baissa les yeux vers elle-même, vers le couteau qu'elle tenait toujours dans sa main aux jointures blanchies, vers le sang sur le bras de son père qu'elle avait fait couler. « Non, je ne suis pas blessée. » Alessandra pleurait maintenant, de grands sanglots qui secouaient tout son corps. « S'il te plaît, je suis son père. Tu ne peux pas. Je ne voulais pas. Elle est tout ce qui me reste. Tu n'as rien. »
La voix de Massimo portait le froid absolu de l'espace profond. Tu as perdu tous tes droits sur elle dès l'instant où tu as mis sa tête à prix. Il leva les yeux vers Lutaya, et dans son regard, elle vit une question, non pas sur ce qu'il fallait faire d'Alessandro. Cette décision avait été prise dès l'instant où Maximo avait répondu à son appel téléphonique, mais était-elle prête à voir cela se produire? Pouvait-elle vivre avec l'homme que son père allait cesser d'être? Lucia pensa à la fenêtre de l'hôpital, au pied de biche, au contrat signé en son nom, sans son consentement. 3 ans à vivre dans la peur dans sa propre maison, elle pensa à la fille qu'elle était ce matin-là, et à la femme qu'elle était devenue en l'espace d'une seule nuit. Elle croisa le regard de Marimo et hocha légèrement la tête. Alejandro le vit et comprit. « Lucia, non, bébé, s'il te plaît. Je ne suis pas ton bébé. » Elle posa le couteau sur le comptoir avec un clic qui ressemblait au bruit d'une porte qui se ferme. « Je ne suis pas ta fille. Je ne suis plus rien pour toi. » Elle lui tourna le dos, l'acte le plus délibéré de sa vie, et se dirigea vers Massimo. Derrière elle, les supplications d'Alessandro se transformèrent en gémissements incohérents. Elle ne se retourna pas lorsque les gémissements cessèrent. Massimo maintenait Alessandro cloué au sol de la cuisine, un genou appuyé contre sa colonne vertébrale, mais son attention restait fixée sur Lucia. La question dans ses yeux était claire. C'était à elle de prendre cette décision. C'était son fantôme qu'il fallait enfin apaiser. Autour d'eux, le manoir brûlait encore par endroits, la fumée s'échappant par les fenêtres brisées comme les derniers soupirs du monde ancien. Alessandro tourna la tête, essayant de la voir malgré la silhouette imposante de Massimo. Son visage était couvert de larmes et de suie. Le sang de son bras entaillé s'écoulait sous lui sur le carrelage coûteux. « Lucia, je t'en supplie. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai été un mauvais père. Mais je peux changer. Je le jure devant Dieu, je peux changer. Dis-lui juste de me laisser partir. Dis-lui que je suis toujours ton père. » Le mot « père » flottait dans l'air comme une malédiction. Lucia le regarda vraiment pour la première fois depuis des années, sans le filtre de l'obligation ou le poids du devoir filial. Elle le voyait clairement, un homme faible qui avait toujours choisi la voie de la facilité, qui avait soigné ses échecs par le jeu et la rage, qui avait finalement décidé que sa propre survie valait plus que sa vie. Elle voyait l'homme qui l'avait élevée, oui, mais aussi l'homme qui avait essayé de la vendre à des monstres. Son regard se posa sur le plâtre de son bras gauche, toujours blanc et immaculé, malgré le chaos de la nuit. Sous le plâtre, les os se ressoudaient lentement, des os qu'il avait brisés. Elle toucha le bandage sur sa tête, là où des points de suture maintenaient ensemble la peau qu'il avait déchirée. Chaque blessure était un signe de ponctuation dans une phrase qu'elle avait écrite toute sa vie. Une phrase qui s'était toujours terminée par son pardon. Plus maintenant. Lucia leva les yeux vers Massimo. Dans son regard, elle ne vit aucun jugement, aucune pression, juste une patience infinie et la promesse que, quel que soit son choix, il le réaliserait. Il emporterait le poids à sa place. C'était ça, la protection. Pas seulement les armes et la forteresse, mais la volonté de devenir le monstre pour qu'elle puisse rester humaine. Elle regarda Alessandro une dernière fois. L'homme qui lui avait donné la vie, puis avait passé 23 ans à essayer de la lui reprendre petit à petit. « Je n'ai pas de père, dit-elle doucement. Ces mots étaient simples, définitifs et absolument vrais. Elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas son cœur, mais les chaînes qui la liaient à un homme qui n'avait jamais mérité le titre qu'il revendiquait. Elle se détourna des sanglots renouvelés d'Alessandro, de ses supplications désespérées qui se dissolvaient en sons incompréhensibles, et se dirigea vers la porte de la cuisine. Derrière elle, elle entendit la voix de Massimo, basse et froide. « Tu aurais dû mieux l'aimer. » Puis le silence. Lucia ne se retourna pas. Elle traversa les couloirs enfumés du manoir en feu, passa devant les corps des mercenaires qui avaient cru pouvoir prendre d'assaut une forteresse, devant les hommes de Massimo qui sécurisaient le périmètre, et sortit dans le jardin où l'aube commençait tout juste à poindre sur la ville. Le ciel avait la couleur d'un bleu violacé en voie de guérison, violet, rose et doré. Quelques instants plus tard, elle entendit les pas de Massimo derrière elle, réguliers et sans hâte. Lorsqu'il l'eut rejointe, il ne dit rien. Il resta simplement là, dans la lumière grandissante, un homme qui venait de mettre fin à une vie et qui ne ressentait pas le besoin de s'expliquer ou de se justifier. Sa main trouva la sienne chaude et solide,
et elle s'y agrippa comme si c'était la seule chose réelle qui restait au monde. C'est fini, dit-il finalement. Lucia acquiesça. C'était fini. Tout était fini. La peur, la soumission, la fille qui croyait mériter la violence qu'on lui infligeait. Cette fille était morte quelque part entre la fenêtre de l'hôpital et ce jardin. Quelqu'un savait qu'elle était à sa place. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Le pouce de Massimo traça des cercles sur le dos de sa main. Un geste si doux qu'il semblait impossible de la part d'un homme qui venait d'orchestrer une guerre. « Maintenant, nous reconstruisons. Les Scarpetta comprendront que tu es intouchable. La ville saura que tu es sous ma protection. Et toi, il se tourna vers elle, tu décides qui tu veux devenir. » 3 mois plus tard, la salle à manger privée du restaurant resplendissait d'une élégance d'antan. Des lustres en cristal, du papier peint en soie et une table pouvant accueillir 20 personnes, mais qui n'en comptait que 12 ce soir-là. Lucia était assise à la droite de Massimo, vêtue d'une robe anthracite qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel de son ancien appartement, les cheveux relevés pour révéler des boucles d'oreilles en diamant qui scintillaient à chaque mouvement. Son plâtre avait disparu. La cicatrice au-dessus de son sourcil s'était estompée pour ne former qu'une fine ligne blanche qu'elle avait décidé de ne pas cacher. Qu'il la voie, qu'il voie qu'elle était quelqu'un qui avait survécu. Autour de la table étaient assis les Carpos de Massimo, les hommes qui dirigeaient son empire et leurs épouses, des femmes qui avaient d'abord regardé Lucia avec scepticisme, mais qui avaient peu à peu accepté sa présence à table. Elle n'était plus la serveuse qui leur servait leur café. Elle était la femme qui s'était tenue debout dans une cuisine en feu et avait pris la décision qui avait mis fin à une guerre. Elle était la femme de Massimo. Le mariage avait été intime, privé, rien à voir avec les spectacles mondains que son monde exigeait habituellement. Juste eux, un juge et Marco comme témoins. La bague à son doigt était un simple anneau en platine qui, d'une certaine manière, signifiait plus que n'importe quel diamant. Elle signifiait qu'elle avait fait ce choix, qu'elle l'avait choisi, lui, qu'elle avait choisi une vie où elle ne serait plus jamais sans défense. « Salute », dit Massimo en levant son verre de vin. La table fit écho au toast et Lucia leva son propre verre, croisant le regard de son mari par-dessus le bord. Dans ses yeux, elle vit l'homme qui avait répondu à son appel dès la première sonnerie, qui avait amené une armée pour la sauver, qui lui avait donné le pouvoir de décider du sort de son père. Mais plus que cela, elle vit l'homme qui la traitait comme si elle méritait d'être sauvée. Plus tard, lorsque le dîner prit fin et que les invités partirent, Marimo la conduisit sur le balcon donnant sur les jardins reconstruits. Le manoir avait été restauré, plus solide qu'auparavant, avec de nouvelles mesures de sécurité et des murs renforcés. Comme elle, il avait survécu à l'épreuve du feu et en était ressorti transformé. « Des regrets ?» demanda Massimo, sombré autour de sa taille. Lucia pensa à la jeune fille dans le restaurant, épuisée et effrayée, qui avait fait preuve de gentillesse envers un étranger parce que c'était la seule chose qui lui restait à offrir. Elle pensa à l'appel téléphonique, à la fenêtre brisée, au couteau dans sa main. Elle pensa au visage de son père dans ses derniers instants et ne ressentit rien d'autre que du soulagement à l'idée qu'il ne pourrait plus jamais faire de mal à personne. « Aucun, répondit-elle, et elle le pensait vraiment. Certaines personnes naissent dans la sécurité. D'autres doivent se battre pour l'obtenir, brûler pour l'obtenir, devenir quelqu'un d'autre pour la revendiquer. Lucia avait appris que la vraie force ne consistait pas à ne jamais être brisée. Il s'agissait de décider ce que l'on allait devenir une fois qu'on s'était reconstruite. Elle avait choisi de devenir quelqu'un qui ne s'inclinerait plus jamais. Et en choisissant Massimo, elle avait trouvé quelqu'un qui brûlerait le monde pour la maintenir debout. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre consiste à reconnaître quand quelqu'un ne mérite plus sa place dans votre vie, même s'il partage votre sang. La vraie famille ne se définit pas par la génétique, mais par ceux qui sont là quand vous êtes brisé et refusent de vous laisser affronter seuls vos difficultés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur la force, la survie et les secondes chances. Aimez et partagez pour soutenir les histoires de femmes qui refusent de rester des victimes.